Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes de nouveau réunis ce soir pour un webinaire, un nouveau webinaire, puisque nous en avions déjà organisé un la semaine dernière. Donc, je salue tous nos parents d'élèves qui nous rejoignent et les enseignants, ou peut-être de l'établissement, qui sont avec nous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Rizlan Benjeloun, qui va nous faire le plaisir de nous présenter de nous faire une présentation sur la vie de famille pendant ses vacances d'été. Ce webinaire donc vient après celui que nous avons organisé avec Hélène Romano la semaine dernière, qui se voulait plus être sur l'impact psychologique de la pandémie et du confinement sur les élèves et sur les familles. Là, on va un petit peu se projeter sur les semaines et les mois à venir, avec en ligne de mire la rentrée prochaine. Nous savons qu'un certain nombre de familles se font un peu de soucis par rapport au retard éventuel que les enfants ont pu prendre. Pour l'information de Madame Benjeloun, nous avons mis en place une continuité pédagogique au niveau de l'établissement avec des plans de travail que les enfants ont pu suivre depuis le début du confinement, avec des visioconférences, mais tout le monde sait bien qu'on ne remplace pas non plus un enseignant. Les parents se sont d'ailleurs transformés le temps de ce confinement en professeurs, puisqu'ils avaient aussi à accompagner les élèves. J'en profite d'ailleurs pour les saluer, parce que vraiment c'était une tâche compliquée à gérer pendant ce confinement. Donc voilà, donc la vie de famille pendant ces vacances d'été, dynamique et stimulation des apprentissages. Comment est-ce que les parents peuvent rentrer dans cette dynamique-là, de façon à ce que les élèves puissent à la fois profiter de leurs vacances, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'un temps de coupure et d'un temps de repos, mais aussi peut-être se préparer pour la rentrée prochaine. Donc, Madame Benjeloun, merci, et je vous laisse la parole. Merci. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie de m'accueillir, visuellement du moins, au sein de votre établissement. Et sans plus tarder, donc je commence ma présentation. Alors, le titre est intéressant, pompeux, long et finalement a été difficile à cerner en 60 minutes. En fait, quand je parlais de dynamique et stimulation des apprentissages, en regardant le titre, là, je me dis que vous auriez pu penser que je parlais de la dynamique des apprentissages. Or, ce que je vous propose, c'est de vous parler de la dynamique familiale. Déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau des dynamiques familiales? Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien ou moins bien? Et puis, on abordera évidemment la stimulation des apprentissages. Alors, vous avez été, je pense, probablement mis à rude épreuve par le télétravail et en même temps, comme l'a bien dit Monsieur Christophe, de devenir enseignant de vos propres enfants. Je pense que c'est une tâche qui n'est pas facile. Et justement, ça met à mal souvent la dynamique familiale, parce que le parent se retrouve à une situation, dans une position d'enseignant et qui n'est pas la position de parent. Et vouloir jouer aux deux choses n'a pas été simple, je pense, pour beaucoup de parents. Commençons peut-être par des choses positives. Je pense qu'il y a aussi des familles que le fait de se retrouver tous ensemble, de se voir un peu plus, à qui ça n'a pas déplu et à qui finalement ça a réussi, où il y a eu une répartition des tâches ménagères, des tâches à la maison, une meilleure communication et une dynamique plus positive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en psychologie, parce que c'est de la psychologie d'abord, pas de la psychiatrie évidemment, une dynamique familiale? Alors, selon l'approche systémique, c'est-à-dire quand on assimile la famille à un système, je vous fais des petits apartés théoriques parce que je pense que c'est vraiment intéressant en tant que famille de connaître ça. Les interactions familiales ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont extrêmement structurées selon un canevas préorganisé. En général, je dis bien en général, parce que ce n'est pas toujours le cas, on va le voir, il y a deux sous-systèmes. Il y a le couple conjugal parental d'un côté et les enfants de l'autre. Et on va voir que la confusion dans les systèmes n'est absolument pas bonne pour le développement de l'enfant,
Par exemple, quand on a une alliance du père avec son enfant, avec son fils, contre la mère avec sa fille, etc., c'est des choses qui compliquent un petit peu les dynamiques et qui ne sont pas du tout bonnes pour le fonctionnement de l'enfant, qui n'est plus dans sa position d'enfant, mais qui devient dans une position de confident du père ou de la mère. Et ça lui donne une toute-puissance qui va se manifester à un moment ou à un autre par des problèmes de comportement, un relâchement scolaire ou autre chose. Donc, ces sous-systèmes sont censés être séparés par des frontières bien définies, avec des règles précises. Comment définir des structures normales? Selon cette approche systémique, des frontières normales sont des parents et des enfants qui sont bien différenciés, c'est-à-dire les enfants sont soumis au système éducatif des parents, sont en demande d'affection des parents, en demande d'attention parentale, et les parents sont disponibles psychiquement pour leurs enfants, sont là pour essayer de limiter, être parent, c'est aussi dire non, c'est pas juste dire oui et éviter les conflits et ne pas déplaire à ses enfants. C'est apprendre à dire non quand il faut, mais avec ce qu'on appelle bien sûr la fermeté bienveillante, ce qui est très très important comme terme, on y reviendra. Mais avec, donc je dis, frontières claires, mais avec une bonne communication entre les deux systèmes, entre les parents et les enfants, où on n'est pas dans l'intimité, les enfants ne racontent pas forcément absolument tout aux parents, et nous les pédopsies on dit tant mieux, et les parents aussi ne racontent pas leur vie intime à leurs enfants. D'ailleurs, c'est fortement déconseillé. Mais ils communiquent autour d'un certain nombre de choses en commun, des activités en commun, et puis de tout ce qu'ils partagent. Une structure enchevêtrée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ces fameuses frontières floues et diffuses quand l'enfant est beaucoup plus proche d'un des deux parents. Et là, vraiment, l'exemple de confidence par rapport à la vie conjugale du parent à son enfant est vraiment l'exemple type à éviter, évidemment. L'enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, même si c'est un jeune adulte ou si c'est un ado, il n'a absolument pas à savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux parents dans le détail. Il y a des choses de la vie conjugale des parents qu'il est important de maintenir dans l'intimité. C'est essentiel. Une structure désengagée, là on est dans autre chose, on est dans des frontières extrêmement rigides où les parents ne savent pas grand-chose des enfants et vice-versa. Et il n'y a pas de communication entre les deux sous-systèmes. Et croyez-moi, on en voit beaucoup en consultation aussi. Donc voilà. Ça donne un petit peu, ça pose les différentes structures familiales. Il y a le principe de loyauté. Pourquoi je vous parle de loyauté? Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup être à l'origine des conflits finalement et de cette fameuse dynamique familiale qui devient dysfonctionnelle, qui ne fonctionne plus. La loyauté, c'est le sentiment de dette qu'a un enfant envers ses parents. Il leur doit sa venue au monde et il éprouve le besoin de s'acquitter de cette obligation. Donc, cette loyauté liée à l'histoire de la famille, son maintien dans le passé, etc. L'exemple typique au Maroc, parce qu'il faut bien parler du Maroc, c'est qu'on a énormément de chantage affectif. On a beaucoup de parents qui vont rappeler à l'enfant tous les sacrifices qu'ils font depuis qu'il est jeune et qui lui rappellent bien cette dette qu'il a envers eux et qu'il est censé rendre rubis sur ongle, pas forcément en argent, mais aussi affectivement, en appelant régulièrement, en s'occupant des parents, avec cette sorte d'épée de Damoclès de s'occuper de la vieillesse de ses parents qui est sous-entendue ou parfois dite très clairement tu dois t'occuper de moi. Je rappelle quand même juste une aparté de ce que dit par exemple Khalil Gibran dans son livre Le Prophète. Il dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils ne vous appartiennent pas, et il a raison. C'est-à-dire que quelque part, les enfants sont là pour décoller, pour s'autonomiser. C'est quoi la fonction de parent? C'est de pouvoir permettre à son enfant de partir et pas de le laisser attaché à soi, complètement disautonome et irresponsable pour s'occuper du parent. Donc la fonction parentale qui est réussie, c'est le parent qui a permis à son enfant d'être autonome financièrement, mais surtout affectivement, qui peut se séparer sans être complètement déchiré. Évidemment que le lien va rester. L'idée, ce n'est pas d'abandonner et de couper le lien, parce que là, on est dans la rupture. L'idée, c'est de garder un lien, mais que ce lien-là soit solide, mais pas omniprésent et pas quelque chose qui met une pression folle à l'enfant.
Donc, cette loyauté explique beaucoup de phénomènes de répétition transgénérationnelle, justement, où ça va être transmis de parents à enfants, le type de loyauté qu'il y a. Il y a des loyautés positives, mais pas que. Où vraiment il y a eu quelque chose de positif qui est transmis et où l'enfant, quand il sera parent, va lui-même se sentir prêt à faire la même chose avec son enfant et va développer l'estime de soi de l'enfant et lui permettre de l'encourager, de s'envoler, etc. Il y a des loyautés destructrices. C'est étonnant, c'est toujours étonnant quand on le dit, et pourtant, un enfant maltraité sera souvent, dans la majorité des cas, un parent maltraitant. Alors, il y a plusieurs théories qui confirment cette donnée. Il y a la théorie de l'attachement, il y a les théories cognitivo-comportementales, il y a les théories systémiques. Je vous fais fi du blabla psy, mais clairement, malheureusement, sauf si l'enfant maltraité a fait un moment un bout de thérapie ou a fait une bonne rencontre avec des personnes qui l'ont beaucoup aidé, soutenu et il a pu élaborer autour de ça, souvent, pour lui, ça reste la référence au niveau éducatif. Donc, s'il a été frappé, il frappera. S'il a été dénigré psychologiquement régulièrement, qui est évidemment une forme grave de maltraitance, il fera la même chose parce qu'il y a une sorte de répétition de comportement qui est inéluctable. Qu'est-ce qu'on appelle un conflit de loyauté? Une loyauté clivée, c'est l'impossibilité d'être loyal envers un parent sans être déloyal envers l'autre. Ça arrive souvent chez les enfants de parents divorcés, mais pas que. Les enfants de parents divorcés, par exemple, le père va dire à l'enfant qu'il est de son côté, qu'il l'aime, etc., va dénigrer l'autre parent, et l'enfant se sent obligé, finalement, d'aller dans le sens de chaque parent à chaque fois qu'il est avec l'un des deux. Sauf qu'il est toujours dans un sentiment de culpabilité, parce qu'évidemment, si les parents divorcés, lui, il n'a pas divorcé de ses parents, et qu'il les aime tous les deux, et que les conflits qui ont séparé les parents ne le concernent absolument pas, et qu'il ne peut être loyal envers les deux en même temps. Donc ça, c'est des phénomènes très destructeurs pour les enfants quand ils sont obligés de choisir ou que les parents les amènent à choisir. On ne peut pas demander à un enfant de choisir entre ses deux parents. C'est absolument abominable, destructeur, et il ne faut jamais avoir à faire ça. Alors, dernier aparté théorique sur la dynamique familiale, ce qu'on appelle la différenciation de soi. Ça caractérise le degré de fusion des familles et de différenciation entre comment on gère le système émotionnel et le système intellectuel. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais quand on a un conflit avec une personne, soit c'est l'émotionnel qui parle et on est dans une peur de l'abandon, on a l'impression que l'autre va plus vouloir nous aimer, que ce soit un compagnon ou un enfant ou un mari ou une amie. Et dans ce cas, l'émotionnel prend le pas et au niveau du conflit, on va un peu s'écraser, on va essayer d'éviter le conflit, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que la personne, elle reste, quitte à faire beaucoup de concessions. Quand c'est le système intellectuel qui prévaut, on peut raisonner de façon très calme, mettre l'émotionnel de côté, sans angoisse d'abandon, et ça va permettre de mieux gérer les conflits. Alors l'idéal, c'est de mettre évidemment dans les conflits plutôt le système intellectuel, mais en cas d'émotion très très forte, elle va forcément imprégner quand même. Donc selon le fait qu'on soit extrêmement fusionné ou pas, on a des problèmes de personnalité qui vont générer. Pourquoi je dis ça aux parents? Parce que si vous êtes dans une famille où vous pensez que la fusion est magnifique, détrompez-vous. Quand on est trop fusionnel, c'est très compliqué après parce que ça veut dire qu'on n'est pas bien attaché. Je peux peut-être détailler cette idée tout de suite avant de passer sur les différents types de différenciation. Si on imagine le lien entre les parents avec un enfant, on le compare à une corde. Imaginez avec moi une corde. Si cette corde est très fine et friable, ça veut dire qu'elle va casser à n'importe quel moment. Donc, l'enfant et le parent vont tout faire instinctivement, inconsciemment, pour rester très collés, parce qu'ils savent bien que s'ils se séparent, le lien va se rompre. Quand on a une corde qui est suffisamment épaisse et solide, on sait qu'on peut partir très très loin et qu'on peut vivre loin sur un autre continent
Les liens seront toujours là, seront importants et en cas de crise, la mère, le père sera toujours là pour aider. Donc, être collé, ça veut dire être mal attaché et ça veut dire pas assez d'amour et pas le contraire. Donc, les familles de bas niveau de différenciation, c'est les familles où, voilà, il y a trop de fusion. Et ça, c'est beaucoup les familles marocaines, hein, où vraiment on prend des décisions en famille. C'est des systèmes aussi de rda et sart, que vous connaissez bien. C'est une incapacité à faire des projets individuels où c'est pris comme de l'égoïsme absolument infernal. Et il y a des luttes le jour. Les enfants doivent rester les appendices des parents. Et même à l'âge adulte, on voit des pères et des mères qui vont beaucoup plus s'occuper de leurs propres parents que de leurs propres enfants. Et qui vont aller tous les jours s'occuper de leurs parents et qui ne savent même pas quelles activités font leurs enfants, qui sont les enseignants, qu'est-ce qui se passe à l'école. Et avec des conséquences évidemment sur le couple, avec beaucoup de conflits conjugaux et des problèmes d'intégration sociale, parce que la famille reste le primum movens de ces familles-là, où il y a une sorte de loyauté extrêmement importante et une impossibilité de faire des amitiés ou des rencontres extra-familiales, avec un système de dette très très lourd. Hein. Sinon, en fait, les personnes qui ne font pas ça dans ces familles-là ont un grand sentiment de culpabilité. Les familles à moyen niveau de différenciation sont toujours guidées par le système émotif. Vous vous rappelez la distinction émotif-intellectuelle, mais les sentiments sont exprimés de façon beaucoup plus ouverte qu'au niveau inférieur. La vie reste quand même orientée en fonction de ce que les autres pensent et pas par rapport au désir de soi qui est vraiment important normalement en psychologie. Donc il y a un style de vie plus souple qu'au niveau inférieur, mais quand même. Et le bon niveau de différenciation, qui est l'idéal, c'est des systèmes émotifs intellectuels totalement séparés. Et dans les situations calmes, tout va bien. Dans les situations compliquées, il peut y avoir un peu d'angoisse. Donc voilà, on éduque avec ce que l'on est, avec ce que l'on a reçu, comment nos parents nous ont éduqués, qu'est-ce qu'on en a fait. Et c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ce qu'ils transmettront à leurs enfants. Donc, on a plusieurs styles familiaux. Le désengagé, pas de règles, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est une façon d'éduquer, mais c'est une façon aussi un peu de lâcher l'affaire quelque part et où on démissionne un petit peu et on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Peut-être parce qu'on a été trop réprimé soi-même, mais ce n'est pas idéal du tout. Laxiste, où les règles sont floues, les enfants eux-mêmes cherchent des règles et on a des enfants dans des systèmes comme ça qui vont avoir beaucoup de problèmes de comportement et qui vont aller pousser un petit peu les murs et voir jusqu'où ça peut aller parce que la règle est complètement floue, ils ne savent pas à quel moment ça s'arrête et ils cherchent presque la punition pour comprendre à quel moment les règles sont très structurantes pour les enfants, ils ont besoin de règles. Mais les règles doivent aussi être parfois souples, parfois rigides, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et de fermeté. Et en expliquant aux enfants les règles, évidemment. Il y a des styles coercifs où les règles sont fixes, rapport à la règle absolument pas négociable et très rigide. Et puis, il y a le démocratique, qui est l'idéal évidemment, où les règles sont fixes et clairement définies, mais on peut négocier. C'est-à-dire, il y a quelque part un moment où on se met à table, où on fait des contrats et où on écoute l'enfant ou l'ado. Et il y a des choses qu'on peut faire bouger parce qu'on est convaincu et qu'on lui fait un contrat de confiance et d'autres pas. Donc voilà, j'arrête sur le volet théorique. Qu'est-ce que je conseille aux parents? Accompagner leurs enfants, c'est très important, c'est-à-dire les tenir par la main et pas du tout les surprotéger, ni faire à leur place, ni leur mettre beaucoup de pression et les pousser par derrière pour qu'ils y arrivent absolument. C'est-à-dire même au niveau imagé, l'idée, c'est un parent qui n'a pas l'enfant dans ses bras, mais qui le tient par la main. Et on y va ensemble, faire un bout de chemin ensemble, et dès que tu peux, je te lâche la main, mais je serai toujours là. Si ça va mal, tu peux revenir, et je peux te retenir la main, t'aider, puis te relâcher la main. La deuxième chose qui est importante et qui est une nécessité, et vraiment je le vois tous les jours en consultation, c'est de s'adapter. Parce qu'on est en 2020, bon, on se rappellera de cette année, hein, c'est sûr, mais en 2020,
on n'a pas le même système éducatif qu'en 2010, ni qu'en 2008, ni qu'en 2000. C'est très différent. C'est une nouvelle génération, il y a d'autres technologies, il y a une façon d'être différente, il y a une façon d'être enfant différente, une façon d'être ado différente. Les parents ne peuvent pas rester figés dans leur système, ils doivent absolument s'adapter, sans, bien sûr, perdre de vue des valeurs principes. Et puis, il y a un impératif aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont parler, mais au final, qui ne donnent absolument pas l'exemple. Qui vont dire il ne faut pas mentir, mais qui mentent toute la journée, qui disent bien quand on va chez Tati, tu ne lui dis pas ce qu'on a fait pendant les vacances, etc. etc. Donc, je n'aime pas donner des recettes, mais c'est vrai que c'est important quand même d'avoir des petites clés, surtout pour les ados, mais ça concerne un peu tout le monde. Alors, il faut prendre conscience des rythmes biologiques de chacun, et ça, c'est très, très vrai pendant le confinement et le post-confinement, et puis les mois de Ramadan. C'est-à-dire que le sommeil s'est complètement inversé. Il y a eu beaucoup d'inversions de sommeil-veille, et ça, autant pour les adultes que pour les enfants. Et il faut prendre conscience de rythmes différents. On ne peut pas obliger un enfant qui n'a pas fait d'activité sportive, qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas fatigué, à se mettre au lit à 8 heures du soir. C'est compliqué. C'est pas tenable. Il va rester réveillé dans son lit jusqu'à minuit, ou alors il va se débrouiller un téléphone sans que vous le sachiez ou une tablette, et il va rester dessus avec la luminosité, etc. très très tard le soir, et après c'est d'autres problèmes de comportement. Donc il vaut mieux passer ce moment en famille, retarder un petit peu suffisamment l'heure du coucher, et puis passer des moments ensemble et être réaliste. Respecter le domaine de l'enfant, quel que soit son âge, c'est important qu'il ait une salle de jeu ou sa chambre pour jouer, ou si vous êtes tout le temps intrusif dans son domaine, quel que soit l'âge, que vous rentrez chez lui sans frapper à la porte, que vous êtes intrusif, que vous lui criez, rentrez chez lui, vous lui criez dessus tout le temps, c'est quelque chose qui est perçu, et ça les enfants nous le racontent, quel que soit l'âge, de façon très intrusive. Il n'a pas ce sentiment d'intégrité et il a l'impression que c'est souvent très intrusif et agressif et ça donne vraiment un sentiment, une souffrance assez particulière de l'enfant. C'est important qu'il ait son espace à lui, que vous définissez avec lui et que vous respectez. Ensuite, l'école, c'est bien, mais un enfant n'est pas résumé à ses notes scolaires ni à ce qu'il fait à l'école. C'est extrêmement important de pouvoir voir dans votre enfant ses compétences scolaires ou ses défaillances scolaires, mais aussi ses compétences sociales, ses compétences sportives, sa créativité artistique, son humour, sa façon empathique et sensible d'être, par exemple, avec les êtres humains et les animaux, tout un certain nombre de volets qui font la personnalité d'un enfant. On ne peut pas résumer un enfant à ses notes, et si un enfant a de mauvaises notes, de le mettre de côté, de le dénigrer régulièrement, de penser que rien ne va et que rien n'ira jamais parce qu'il a de mauvaises notes à l'école, d'abord c'est se tromper. On sait tous très bien que les personnes qui réussissent excellemment leur vie ne sont pas ceux qui avaient 18 de moyenne au bac. Hein. Ceux qui avaient 18 de moyenne au bac sont inquiétants pour les pédopsies. Ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices, qu'ils n'ont peut-être pas de vie sociale, qu'ils sont très perfectionnistes, très persévérants, et que le jour où ça leur arrivera un jour, ils auront un échec, eh ben, ça sera le drame, parce que c'est des personnes parfois très fragiles. Alors, je ne généralise pas évidemment, mais en général, c'est une fragilité aussi. Il faut qu'il puisse y avoir l'école, mais aussi autre chose dans la vie d'un enfant. Différencier les choses graves et pas graves, je vais y revenir pour vous détailler qu'est-ce qui, bien sûr, dans l'opinion des pédopsies, on n'est pas des maîtres dans l'art de donner des leçons, c'est un avis, ça vaut ce que ça vaut. Adopter définitivement, ce que je disais déjà en introduction, la fermeté bienveillante. Il y a des règles, on est ferme sur certaines choses, mais c'est avec beaucoup d'amour, en répétant l'amour et en disant pourquoi on le fait, en négociant parfois, mais il n'y a pas de « c'est comme ça et c'est pas autrement » et tu es trop jeune pour comprendre. Aucun enfant n'est trop jeune pour comprendre. Il faut s'adapter à son niveau, c'est tout. Alors, évitez les tête-à-tête solennels de « il faut qu'on parle ». Alors ça, c'est en général, dès que vous commencez à parler, l'enfant, il pense à autre chose, il regarde votre bouche et il se dit quand est-ce que ça va finir.
Et il n'a rien entendu. Et quand vous avez fini, vous dites « Mais tu m'écoutes, tu m'écoutes !» Ben, il n'a rien entendu. Il y a d'autres façons de passer des messages beaucoup plus subtils. Privilégier le fond à la forme. Par exemple, la façon de s'habiller et la façon de s'exprimer. La façon de s'habiller est moins grave que la façon de s'exprimer. Si c'est une personne qui utilise beaucoup de mots vulgaires dans la même phrase, c'est compliqué. S'il s'habille en short ou son jean est tout le temps déchiré, c'est pas si grave. Passer des contrats, quel que soit l'âge, ça permet vraiment de poser les limites avec les enfants et de les faire se sentir responsables. C'est-à-dire qu'ils se disent « je suis pris en considération », ils peuvent même signer un contrat, de dire « je m'engage à voilà, respecter, pas taper ma petite sœur, même si j'ai envie de la jeter par la fenêtre, de me contenir ». Voilà, etc. Et puis voilà, j'aurai peut-être un petit cadeau ce week-end, je serai valorisée et puis il sera lui-même fier de lui, de s'être contenu, de ne pas avoir frappé sa sœur. Après, les petits frères aussi sont sujets à être frappés, pas que les petites sœurs. Ne pas craindre les conflits, au contraire, le conflit est salvateur. On ne va pas faire plaisir tout le temps à l'ado ou à l'enfant et lui dire « fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème » parce qu'on a peur qu'il se fâche. On a peur qu'il fugue. On a entendu des histoires des voisins ou des copines où l'enfant s'est jeté par la fenêtre, a quitté la maison, a commencé à se droguer. Donc moi, je ne vais surtout pas frustrer ni contrarier mon fils. Erreur, parce que justement, quand on lui donne tout, ben, il devient complètement intolérant à tout type de frustration. Ça devient un animal pas très social, parce que ses copains et ses copines ne vont pas du tout admettre qu'il veuille absolument tout et qu'il ait tout ce qu'il veut. Et vous en faites quelqu'un de pas social. Donc, il faut pouvoir monter au conflit aussi. Gérer notre propre crise de la quarantaine, c'est important en étant parent, parce que évidemment qu'il y a des choses qui sont en jeu entre les enfants et nous. Et puis, devenir ce que j'appelle un GPS existentiel. Alors, c'est quoi le GPS? Alors, moi, je suis quelqu'un qui me perd tout le temps. Mes enfants le savent très bien. Et donc, quand on n'est pas perdu, ils pensent qu'on a changé leur maman. Alors, c'est quoi un GPS existentiel? C'est que quand le GPS, qu'est-ce qu'il dit quand vous vous trompez de route? Il vous dit continuez tout droit, ce n'est pas la bonne route. Et après, à un moment, il vous dit vous pouvez tourner à droite, vous allez reprendre votre chemin. C'est-à-dire que le GPS ne va pas vous hurler dessus, non mais tu l'as raté, mais c'est n'importe quoi, et tu es nul et tu n'y arrives jamais. Il vous propose un chemin alternatif. Et puis, il reste très calme. C'est comme ça qu'il faut être parent. C'est qu'il faut pouvoir garder sa propre stabilité. Quand nous, en tant que parents, on s'énerve, on hurle, on dit n'importe quoi ou on frappe nos enfants, c'est un propre constat d'échec. De pouvoir rester calme et de pouvoir proposer des alternatives parce que ce n'est pas le chemin idéal que notre enfant a pris, c'est l'idéal. Et puis se souvenir que nous aussi, on a été enfant, on a été ado et qu'on n'a pas toujours été très obéissant, je pense. L'humour est une clé extrêmement importante avec les enfants à tout âge et c'est une grande forme d'intelligence. Et si on apprend aux enfants à utiliser eux-mêmes l'humour, c'est gagné. Vous savez, un enfant par exemple qui est harcelé à l'école, je vais faire juste un petit aparté parce que c'est un gros sujet mais un sujet important, s'il arrive à répondre aux personnes qui le harcèlent sans les frapper, sans utiliser des mots vulgaires, mais en utilisant de l'humour, c'est gagné. Alors, j'avais promis de dire quelles étaient les choses graves et les choses pas graves. Donc, voilà les choses graves. Les choses graves, c'est la santé physique et la santé mentale. Il ne faut pas oublier qu'à n'importe quel âge, les enfants dépriment, les ados dépriment, les petits-enfants dépriment, les bébés dépriment. Il y a des symptômes qui sont assez clairs, que tout le monde ne reconnaît pas, mais qui sont clairs pour nous. Quand vous êtes inquiet pour votre enfant, il faut consulter. Un enfant tout petit qui ne joue pas, qui ne rit pas, est un enfant qui déprime. Un enfant qui a tout le temps plein de problèmes somatiques, qui a tout le temps mal au ventre, qui vomit tout le temps, et vous allez chez les différents médecins, tout le monde vous dit que ça va bien, c'est un enfant très angoissé ou un enfant qui déprime. Un ado qui est tout le temps enfermé, qui pleure, qui se scarifie évidemment, c'est aussi un signe évident, est un enfant, probablement un ado aussi, qui déprime. Et les idées suicidaires sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne pense chez les enfants et chez les ados. Il ne faut pas penser que ça concerne uniquement les ados, ça concerne aussi les enfants. Et on a remarqué dans le service
durant la période du confinement et du post-confinement, beaucoup d'idées suicidaires chez les enfants. Et on a eu énormément, malheureusement, de tentatives graves de suicide. Donc, c'est un petit aparté pas très optimiste, mais il vaut mieux alerter avant et prévenir plutôt qu'arriver après coup. Faites attention à vos enfants. La sécurité physique. Un enfant qui est en insécurité, qui vit dans un environnement insécure, s'il y a des gens à la maison qui arrivent et qui ne sont pas très safe et qui sont inquiétants, si l'enfant est souvent avec du personnel qui n'est pas fiable, il faut faire très attention à ça. On a aussi beaucoup de cas, malheureusement, d'attouchement, de sévices, de violences que subissent les enfants et les parents ne se rendent pas du tout compte et les enfants ont honte et ne racontent pas. L'intégration sociale est aussi très importante et je reviendrai sur les écrans. Les écrans et les jeux vidéo peuvent aider, dans une certaine mesure, certains enfants à l'intégration. Un enfant qui n'est pas à jour de tous les jeux et qui ne joue pas en groupe avec les autres est un enfant qui est parfois isolé socialement. Alors c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est vrai que ça aide et qu'aujourd'hui, ça fait partie de ce que je dis quand je dis s'adapter. C'est une forme d'adaptation des parents pour aider leur enfant à s'intégrer socialement. Et le respect des valeurs. Alors, les valeurs, évidemment, ça change énormément. Les valeurs que vous avez sont importantes, que vous transmettez à vos enfants. Après, l'enfant, plus il grandit, plus il fera son propre système de valeurs, mais il est important que les valeurs familiales soient respectées, qu'on ne déroge pas à ça. Les choses beaucoup moins graves. Que met votre enfant? Le look est vraiment pas important. C'est sa façon de se chercher, c'est son identité. Il faut pouvoir banaliser ou relativiser un peu ça. L'état de la chambre, je pense que ça parle beaucoup aux parents. Moi, si je rentre dans la chambre d'un ado ou d'un grand enfant et qu'elle est vraiment magnifique, propre, tout est rangé, ben je m'inquiète beaucoup. Parce que je me dis que c'est peut-être un obsessionnel, qu'il y a peut-être beaucoup d'angoisse de propreté, beaucoup d'idées de rangement. Voilà. Nous, les pédopsies, on est très, très compliqués. On voit pas les choses de la même façon que les parents. La participation aux tâches ménagères, c'est important dans le cadre du confinement qu'il y ait, surtout qu'on est tout le temps ensemble, si c'est uniquement les parents qui sont là, que les enfants puissent participer, ça aide à la vie de famille, mais idem, il faut pouvoir relativiser ça aussi. Le caractère grognon, ben ça, il faut se demander de qui ça vient, parce que probablement que c'est un peu génétique, donc il faut voir est-ce que ça vient du père ou de la mère, chacun se pointe du doigt en général. L'attirance pour les écrans, et là je vais un petit peu détailler parce que je pense que c'est quand même un sujet important, les écrans, et qui inquiète beaucoup les parents. Je ne vais pas trop détailler, je donne un petit peu mes conclusions, on pourra en reparler peut-être dans les questions si ça vous intéresse. Alors, l'attirance pour les écrans, c'est incontournable. Je pense que si un enfant ne s'intéresse pas aux écrans, c'est un peu inquiétant aussi. Après, s'il lit un livre, je veux bien. Mais s'il est isolé, qu'il n'a ni un livre ni un écran entre les mains, il faut s'inquiéter. Est-ce qu'il n'est pas en train de déprimer aussi ou qu'il n'est pas du tout cohérent avec sa génération? Donc, les écrans, ça va fragiliser les personnes vulnérables. Une personne qui n'est pas vulnérable, ça ne va pas forcément la fragiliser. C'est comme beaucoup de choses, il faut les consommer parce que c'est inéluctable, comme je l'ai dit, d'intégration sociale. On apprend aussi plein de choses avec les écrans, au niveau attention spatiale. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, j'ai essayé avec mon fils. C'est compliqué, c'est pas facile. Et je suis en admiration devant ce qu'il fait parce qu'il s'en sort très bien. Et je trouve que ça lui permet de développer beaucoup de compétences. Mais avec modération, évidemment. Ce n'est pas toute la journée devant l'écran et c'est encore moins toute la nuit. Donc, comme tous les objets addictogènes, parce que c'est clairement addictogène, à petite dose, ça va ouvrir les relations, mais à haute dose, ça va les fermer parce qu'il va rester enfermé dans sa chambre. Ce n'est pas l'idée. Donc, pour les écrans, il faut pouvoir surveiller, paramétrer et éduquer à la propriété d'image. Et puis sur Internet dans l'absolu, parce que c'est important que les enfants sachent que n'importe quelle image qu'ils vont mettre est une image qu'ils ne pourront plus jamais supprimer. Et donc c'est important parce que ça va beaucoup se retourner contre eux. Il y a énormément d'enfants et d'ados qui se retrouvent avec des images inadéquates en septembre à la rentrée qui vont diffuser absolument partout. Et ça, c'est très gênant et quel que soit, même s'ils changent de ville ou de pays, l'image les suivra toujours. Et c'est vraiment de grands facteurs de dépression et de suicide.
Alors, les fameuses règles des 3, 6, 9, 12. Avant 6 ans, pas de console, télévision, 1 heure par jour. Avant 9 ans, pas d'Internet. On peut commencer à donner une console, 2 heures d'écran par jour en télé-console. Et puis, avant 12 ans, pas d'Internet seul, sans surveillance. C'est à partir de 12 ans qu'on peut vraiment un petit peu libérer les choses, mais il faut garder le dialogue. Alors, on passe au deuxième volet, justement. Je pense que je suis plus de la moitié de ma présentation sur la stimulation des apprentissages. Alors, je ne vais pas être très longue, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de toutes les diapos, on pourra en reparler dans les questions. J'ai parlé un peu plus du langage oral et écrit, parce que ça me paraît quelque chose d'important. Pour les plus jeunes, pouvoir acquérir des compétences en langage oral, c'est vraiment essentiel dans la vie. Et moi, j'encourage énormément la lecture, que les parents lisent, évidemment, si c'est possible, c'est génial, pas rester tous ensemble devant un écran, mais aussi lire aux enfants et lire avec les enfants et discuter avec les enfants de ce qu'ils ont lu et de voir ce qu'ils en ont compris. Il y a énormément de compétences qu'on acquiert à la lecture. Moi, vraiment, je conseillerais aux parents, à leurs enfants, mais à partir de 3 mois de vie, de lire des livres tous les soirs, vraiment, jusqu'à l'âge de fin CP-CE1, où l'enfant peut lire seul, et au moment où il commence à lire seul, de pouvoir discuter avec lui de ce qu'il a lu. C'est vraiment la meilleure façon de développer un langage oral, la lecture, l'imagination, apprendre à lire, la lecture justement, c'est extrêmement important, mais aussi le vocabulaire, la grammaire et puis la compréhension dans l'absolu. Et puis ça ouvre les portes de l'univers, les livres. Je pense que vous comprenez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me paraît très important pour le développement et l'épanouissement des enfants. Alors, des exercices pratiques, par exemple, avec vos enfants cet été, il faut ralentir le débit, il faut parler calmement et tranquillement pour que l'enfant comprenne, quel que soit l'âge. Trouver des moments où vous discutez seul avec lui. La discussion est très importante, prendre le temps, c'est ce qu'on appelle la disponibilité psychique du parent. À table, lui laisser le temps de s'exprimer, même s'il a du mal à s'exprimer, même s'il a du mal à trouver des mots, même s'il n'a pas assez de vocabulaire, même si ce qu'il dit ne vous paraît pas assez intelligent pour les autres personnes ou vos amis autour de la table. Ne pas lui couper la parole, et les frères et sœurs doivent aussi le laisser parler ou la laisser parler, c'est très important. Favoriser le tour de rôle, chacun son tour, et des échanges verbaux autour des jeux. Ça peut être plein de jeux, là je vous donne des exemples si vous n'en avez pas déjà, les dominos, les jeux de loi, les actions, mais autour de n'importe quel jeu, il y a des gens qui jouent mais qui ne parlent même pas. Ou c'est des jeux silencieux, ou alors ils vont parler juste pour dire zut quand ils ont perdu et c'est fini. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup parler, mais je pense que c'est vraiment important de parler aux enfants. Donc toujours autour du livre, raconter des histoires, s'assurer que l'enfant y comprend, reformuler, simplifier, échanger ses impressions, montrer les images, dénommer les images. Après, ça permet de travailler la parole, le langage et la grammaire, par exemple. Si on parle des apprentissages, si l'enfant a mal prononcé, alors au lieu d'être sur un exercice comme à l'école et de dire ça, c'est pas comme ça, c'est un exercice, là, autour du livre ou autour du jeu, quand on parle, comme je l'ai expliqué, c'est une situation ludique. C'est une situation sociale. Et donc, ça permet mieux de faire passer les apprentissages. Donc, s'il prononce mal un mot, vous lui redonnez la bonne formulation sans le faire répéter. Oui, tu voulais dire que. Il ne faut pas laisser passer en se disant il est trop petit, il n'a pas compris ce qu'il dit. Et en cas d'incompréhension, verbalisez-lui que vous n'avez pas compris, demandez-lui d'expliquer différemment avec des gestes et prenez le temps, ne soyez pas pressé, ne soyez pas excédé et vous allez finir par le comprendre. Au niveau du lexique, aidez-le à enrichir son vocabulaire. Faites des activités en compréhension, par exemple, les jeux de fluence, rapidité d'utilisation du vocabulaire. Il y a le jeu du bac, par exemple, c'est un jeu très intéressant. Trouver 5 prénoms, 5 noms d'animaux, des lotos, le pays-ville, par exemple. Chacun trouve une ville. Et ça permet aussi de connaître un peu la géographie. Ça enrichit le vocabulaire et puis ça augmente la culture générale. Au niveau morphosyntaxe, aider à mieux comprendre et formuler les phrases. Par exemple, votre enfant a dit tomber.
On lui demande, mais tu voulais dire, elle va tomber, elle est tombée, voilà. Donc, sans le dénigrer, sans dire, bah, je comprends pas ce que tu dis, pourquoi tu parles comme ça, tu parles indien, juste lui faire des propositions avec bienveillance, et puis au fur et à mesure, on lui demande de répéter. Par exemple, elle vient, il vient, que fait papa? Il rase, il se rase, et puis lui, il choisit. Et s'il ne peut pas éclaircir son message, vous lui expliquez que vous n'avez pas bien compris. En tout cas, la communication ne doit pas s'arrêter. Dans la langue, il y a ce qu'on appelle les sons et les signes visuels. Et pour pouvoir les percevoir, l'enfant va pouvoir mieux avoir accès à la lecture à n'importe quel âge. Parce qu'il y a des enfants qui sont en CE2 et qui n'ont toujours pas une lecture fluide ni un accès au sens immédiat, où c'est laborieux et c'est compliqué. Et vous savez, dans la lecture, on a deux voies de lecture. Il y a l'assemblage et l'adressage. Rapidement, l'assemblage, c'est facile, c'est P et E est égal à peu, R et E, RE, donc père. D'accord? L'adressage, c'est dès que vous commencez la phrase hippopotame, vous lisez hippo, vous voyez que c'est un long mot, vous avez un dictionnaire dans la tête, vous dites hippopotame. L'idéal, c'est d'apprendre par les deux voies, et c'est ce qui permet justement d'apprendre très vite la lecture. Et donc, pour ce cas, il faut percevoir les sons de la langue. Pour exercer la perception des sons, il faut demander à votre enfant, dans un environnement calme, si deux mots sont pareils ou différents, par exemple, pont, bon, bonnet, bonnet, ni, etc. Et puis, l'enfant va pouvoir aussi s'impliquer, percevoir que dans le son et la façon de prononcer, c'est pas la même chose. La même chose pour le visuel, et ça permet beaucoup d'augmenter les exercices d'attention. Parce que pour rester concentré longtemps, c'est pas facile. En fait, le système d'attention, c'est un système d'inhibition. Pour que je puisse concentrer sur mon écran, je dois inhiber en fait tous les autres stimuli que j'ai autour de moi. La même chose pour l'enfant quand il est à l'école. Donc, pour concentrer son attention et faire de ces subtilités, pour développer sa concentration, là, vous avez des séries où il faut, par exemple, qu'il repère l'intrus. Et ça, c'est vraiment ludique et c'est intéressant comme jeu et ça permet d'augmenter la concentration des enfants. C'est comme un scoop, en fait, des tests faits par les psychologues. Savoir reconnaître les lettres, c'est bien de commencer par les voyelles, puis les lettres de son prénom. Vous pouvez faire de grandes étiquettes, vous les posez sur le sol, vous demandez à l'enfant de sauter, et puis après, il ramasse en dénommant les unes après les autres. Tant qu'on est dans le jeu et qu'on est ensemble, on peut apprendre plein de choses aux enfants. Enfin, c'est les dernières diapos sur l'apprentissage. Avant que je vous fasse un petit peu des conseils généraux, faire le lien entre l'oral et l'écrit. Donc, avant d'apprendre à lire, il doit effectuer beaucoup de liens. C'est ce qu'on appelle, nous, la conversion graphème-phonème, phonème-graphème, c'est-à-dire ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Graphème, c'est ce qu'on écrit, phonème, c'est ce qu'on dit. Il faut pouvoir, pour ça, se repérer dans l'ordre de la lecture. Pour le français, de gauche à droite, pour l'arabe, de droite à gauche. Pas si simple. Beaucoup d'enfants vont écrire en miroir. Évaluer la longueur des mots, compter le nombre de mots dans une phrase, distinguer les lettres des autres signes qui ne sont pas des lettres, et le lien entre les différentes écritures d'une même lettre, cursive, majuscule, etc. Donc, ce n'est pas si simple. Voilà un petit tableau qui permet de savoir son enfant, il en est où au niveau du langage oral et écrit. Comprendre et dire les compétences du langage oral, comment il s'exprime et comment il comprend, ça n'a rien à voir. On peut très bien s'exprimer, avoir des problèmes de compréhension, et on peut très bien comprendre et pas du tout s'exprimer. Percevoir les sons de la langue des signes visuels, c'est ce qu'on a dit, reconnaître les lettres, les liens entre l'oral et l'écrit, repérer, manipuler les sons, une bonne mémoire des sons et bien associer les lettres et leur écriture. Voilà, donc c'était un petit aperçu de ce qui me paraissait important comme message sur le langage oral et écrit, qui me paraissent vraiment des... pourquoi j'ai insisté sur ça? Parce que les apprentissages, c'est énorme, il y a plein de choses qu'on peut proposer, mais en consultation, je vois beaucoup de retard de langage et beaucoup de retard de lecture, et les enfants ne baignent pas suffisamment dans des bains de langage très très tôt, et ça retentit sur l'accès à la lecture, et ça, on les voit même en CM2 avec beaucoup de difficultés. Donc, j'insiste sur ça parce que pour moi, c'est des gestes de prévention. Maintenant, tout confinement à tout âge.
Alors, je rappelle, je ne suis pas le ministère de la Santé, mais bon, le déconfinement, ça ne veut pas dire retour à la normale. Il faut garder les gestes barrières. On a bien vu que les cas continuent d'exploser. Pas de voyage a priori cet été, ou peut-être au Maroc, et on ne sait pas dans quelles conditions, et il faut faire attention. Pas de rassemblement de plus de 10 personnes, donc même si on voit des amis, pas trop nombreux. Donc, ce n'est pas la fin du Covid. Je pense qu'on vivra avec encore quelques années, ni la fin des angoisses liées au Covid. Je ne suis pas très optimiste là. Donc, organisez vos journées. Il y a un temps pour le travail scolaire, pour préparer la rentrée. N'hésitez pas à formaliser des emplois de temps, même au niveau visuel sur le frigo, pour que chaque enfant sache qu'est-ce qu'il va faire. Et pour les enfants trop petits qui ne sont pas lecteurs, des pictos visuels. On va à la piscine, je vais voir un ami, etc. Structurer les journées, c'est toujours bon. Comme ça, vous évitez la phrase « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait demain? On s'ennuie? Qu'est-ce que tu as prévu? » Alors que maman, elle doit aller au travail, papa, il est fatigué, etc. Et puis après, on les laisse devant la télé. Donc, tant qu'on a tout organisé à l'avance, qu'il y a des pictos, on se sent en tout cas meilleurs parents, on culpabilise moins et les enfants s'ennuient moins, donc moins de bêtises, moins de problèmes de comportement, moins de prise de toxiques pour les ados, etc. Possibilité de délimiter les différents temps avec des sonneries programmées pour que l'enfant travaille et apprenne. Des heures fixes coucher-lever. Alors fixe, vous avez bien compris, je parle aussi de souplesse. Et puis, heure fixe de coucher, c'est pas 8 heures du soir ni 9 heures. Encore moins s'il n'y a pas d'activité physique la journée, c'est compliqué. Les temps de repas, ne pas hésiter à faire régulièrement des temps agréables. Maintenir des temps de socialisation. Je pense que tout le monde vous a un peu beaucoup dit tout ça, et pendant le confinement aussi. Que ce soit via Skype, etc., mais aussi durant les petits rassemblements, on a compris que distanciation physique ne voulait pas dire distanciation sociale et qu'on a besoin du contact social, c'est même salvateur pour ne pas se taper dessus. Programmer un temps systématique pour des discussions avec ses pairs, s'il est assez grand pour que ça l'intéresse. C'est à vous d'inviter aussi ses amis, de l'encourager à les aider, à les inviter s'il est tout le temps tout seul devant la télé, et puis vraiment de participer, de déposer chez ses amis, etc. Pour les grands qui n'ont pas de téléphone, laissez-les discuter en toute discrétion si vous leur prêtez le vôtre. Pour ceux qui en ont un, je pense qu'ils ne vous ont pas trop attendu pour appeler leurs copains. L'activité sportive, c'est idéal. Je pense qu'on a tous appris à faire du sport à l'intérieur de la maison. Il paraît que Decathlon sont en rupture. C'est génial. Il faut maintenir les bonnes habitudes ou reprendre la salle de sport, si possible des séances régulières. Alors, c'est important des séances en famille. Alors, les parents avec les enfants, un papa avec les enfants, la maman avec les enfants, etc. Les travaux manuels aussi sont intéressants. Ça peut être la cuisine, des activités cuisine en famille, du dessin, de la musique, pâte à sel, peinture. C'est vraiment un moment de partage et puis on va explorer des domaines dans lesquels on n'est peut-être pas du tout performant, mais qu'on va apprendre à faire ensemble. Organiser des temps de jeu en famille le soir aussi, ça peut être les échecs, ça peut être n'importe quoi, mais des temps ensemble, c'est important. C'est important de discuter du Covid. Je pense que vous avez dû déjà le faire, mais selon le niveau de compréhension de l'enfant, aujourd'hui, déconfinement ne veut pas dire c'est fini le Covid, il faut pouvoir le redire aux enfants. Il n'y a pas de détails inutiles, c'est pas la peine de leur décrire comment les gens ils en meurent complètement figés au niveau de respiration, etc. Ça va juste les angoisser. Voilà, être rassurant en disant que les gestes barrières vont permettre de se protéger, mais aussi de protéger tout le monde. Et je pense que c'est un message de solidarité qui est magnifique. Interroger sur ses inquiétudes à lui. Vous savez, là, depuis le déconfinement, quand je pose aux enfants les questions sur qu'est-ce qu'ils pensent du Covid, les réponses sont absolument improbables. Chacun s'est fait sa propre image complètement fantasmatique de ce petit virus et de comment il se transmet et de qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc, c'est important d'écouter d'abord comment eux, qu'est-ce qu'ils pensent eux, qu'est-ce qu'ils ont compris. Donc, réexpliquer les mesures barrières qui vont les protéger, limiter son exposition aux infos, à la télé, aux réseaux sociaux. Alors, il faut faire attention quand vous parlez au téléphone et que vous racontez plein de choses et que l'enfant est à côté, même s'il a l'air de jouer, de pas du tout vous entendre, il vous écoute. Et ça l'angoisse beaucoup. Et moins vous lui en parlez et plus vous en parlez aux autres, plus il angoisse parce qu'il imagine plein de choses. Et puis, il faut répéter ces discussions régulièrement. Vous savez que les enfants ne s'expriment pas comme les adultes.
Enfin, et pas des moindres, il faut prendre soin de vous. Parce que si vous êtes mal, si vous êtes très angoissé, les enfants vont l'être aussi. Ils sentent, c'est une éponge à vos émotions. Donc, c'est les premiers à savoir, peut-être même avant vous. Peut-être vous avez l'impression d'avoir juste mal au ventre. Et eux, ils savent très bien que vous êtes très angoissé. Donc, ne pas écouter en boucle les chaînes d'information pour ne pas vous angoisser vous-même. Faire de la respiration, de la relaxation. Je pense que tout le monde s'est mis au yoga pendant ce confinement. Alors, un dernier aparté pour ceux qui sont vraiment très impliqués dans les programmes de parentalité. Alors, ce n'est pas un programme mis pour le Covid, c'est un ancien programme validé par l'OMS. C'est un programme de parentalité positive qui est destiné à tous les parents pour les aider dans les problèmes de leurs enfants, encourager l'indépendance, la santé des familles, promouvoir le développement d'un environnement non violent, protecteur, stimulant pour les enfants, développement, croissance, santé, compétences sociales des enfants, diminuer les conflits, augmenter les compétences, connaissances et auto-efficacité dans l'éducation des enfants. Bref, il est très ambitieux, il a plein d'objectifs, il est en 8 modules. Et ça, dès que vous tapez ça, je pense qu'il y a un abonnement qu'il faut faire. Et puis, tout le monde peut bénéficier de ce programme-là, qui est vraiment intéressant, qui a beaucoup de modules, qui intéresse beaucoup les parents. Je pense qu'il faut vraiment des... Alors, c'est peut-être pas le seul ni le meilleur, mais il y a beaucoup à apprendre pour être parent. La parentalité est vraiment un challenge de tous les jours. Donc, pour finir, très régulièrement, il faut encourager l'enfant, le féliciter pour tout ce qu'il fait. Évidemment, s'il fait quelque chose, s'il ne fait rien que vous le félicitez, c'est pas cohérent. Et lui faire accomplir des tâches afin de le responsabiliser qu'il se sente valorisé. Voilà. Donc, pour finir, je vous souhaite bon courage à tous. C'est un excellent été. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Benjeloun, pour tous ces éclairages. C'était très intéressant et je pense que ça a dû écairer beaucoup de parents ce soir. Alors, on a quelques questions que je vais vous poser. Alors, je vous pose la première question. Est-ce une nécessité de jouer avec l'enfant en tant que parent? Quels impacts sur l'enfant quand on ne joue pas avec lui? Je pense qu'il est évident que le jeu est très important. Maintenant, tous les parents, je pense que le parent qui a posé cette question est un parent qui parle de lui, tous les parents ne savent pas jouer avec les enfants et n'ont pas la capacité de jouer. Donc, je pense que c'est important de reconnaître ces défaillances et de pouvoir voir ce qu'il peut donner ou ce qu'elle peut donner. Il y a des parents qui peuvent faire des câlins, être dans l'affectif, caresser le dos, exprimer de l'amour, mais qui ne peuvent pas jouer. L'idéal, c'est que le deuxième parent puisse le faire ou qu'il y ait d'autres personnes qui savent jouer ou alors de s'intéresser à une autre activité que fait l'enfant et qui plaît aux parents. S'il fait un sport que le parent aime, de l'accompagner à ce sport, de l'observer pendant qu'il joue et d'en parler avec lui. L'idée, c'est un moment de partage. C'est important de partager. Donc, une autre question. Avec ce qu'on a vécu récemment, doit-on lâcher, entre guillemets, un peu au niveau éducatif, au niveau des règles, et être moins exigeant avec les enfants? Alors, ça dépend. Je pense qu'en effet, à situation difficile, adaptation forcément. Si clairement l'enfant est privé de sortie, privé de voyage, privé de voir ses amis, clairement on est dans un facteur de risque pour qu'il angoisse, se déprime, soit mal dans sa peau, etc. Donc c'est important, si on n'a rien à lui offrir, de pouvoir au moins relâcher exceptionnellement les règles, bien expliquer que c'est exceptionnel et que c'est pas l'apanage et qu'il y aura un retour aux règles quand il y aura un retour à la vie normale. Très bien. J'ai encore quelques questions. Comment encourager le papa à s'impliquer davantage dans la dynamique familiale? C'est une grande question. Alors, je vais quand même pointer les mamans plutôt que les papas. Parce que je pense que si les papas ne s'impliquent pas autant, et c'est vrai que c'est assez général, hein, c'est la faute aux mamans.
Parce que les mamans, elles étaient quand même un peu contentes d'avoir leur bébé pour elles, dès le début, d'être enceintes, de dire au papa, non, tu sais pas faire, c'est moi qui sais, d'être à toutes les places, je suis la femme au foyer, je suis la mère, je suis la femme au travail, etc., qu'elles ont quelque chose à prouver, et que ben, l'homme, pas très, un peu paresseux de nature, il aime bien ses zones de confort, bah, il a laissé faire en se disant, ben voilà, elle s'occupe très bien des enfants, soit, et puis il a fait sa vie par ailleurs. Et donc, il a construit quand même un modèle de travail, de sortie, etc., où son rôle de parent lui prend peut-être 10% de sa semaine. Donc, c'est difficile de venir à un certain âge et de dire, stop, non, je suis pas d'accord, il faut que tu t'occupes des enfants, tu n'es jamais là. Ça ne peut pas se passer comme ça, il faut que ce soit progressif, qu'il y ait peut-être l'impliquer dans des trajets d'activité, dans des moments d'activité le week-end, quand le papa est aussi suffisamment reposé, pas à un moment où il est déjà crevé, et puis de le valoriser dans son rôle de papa. Et de dire, de pouvoir dire, et les femmes ne le disent pas souvent, j'ai besoin de toi. Tu es très important pour lui et lui a besoin de toi. Alors, le papa, il ne faut pas juste lui dire on a besoin de toi, il faut lui dire comment faire, parce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et donc, plus on l'aide, plus on l'accompagne, on le tient par la main, mieux ça se passe. Et les pères peuvent s'avérer vraiment des pères formidables, parfois dès le début, quand ils sont encouragés, mais parfois quand ils sont accompagnés aussi. Alors, question. On dit souvent que l'ennui est bon pour les enfants. Si on devait quantifier? Alors oui, l'ennui est bon parce qu'il encourage la créativité et l'imagination. Maintenant, il faut faire attention. Si vous avez un hyperactif à la maison, l'ennui est destructeur pour toute la famille. C'est compliqué parce que de nature, c'est un enfant qui bouge beaucoup, donc il va tout casser, il va faire 2 bêtises la seconde parce qu'il n'a pas une activité structurée, donc c'est des enfants qui ont besoin d'activités structurées. Maintenant, au-delà des activités structurées, il faut pouvoir dire là, c'est 1 heure libre, mais c'est 1 heure. Et donc, 1 heure libre, c'est quelque chose qui est cadré et où l'enfant a le temps d'imaginer, de créer. Mais toute l'après-midi libre, c'est un peu compliqué et ça amène à peut-être un sentiment d'isolement, parfois un sentiment de dépressivité, etc. Dernière question. Doit-on continuer les apprentissages scolaires durant ces vacances? Alors, ça dépend. Il y a beaucoup d'enfants qui ont régressé dans les apprentissages le 3e trimestre et qui ont du coup un manque à gagner pour septembre. Et en septembre, ils pourraient être un peu, entre guillemets, excusez l'expression, largués par les autres parce qu'ils étaient déjà en difficulté et qu'ils ont régressé, que ceux qui étaient en orthophonie psychomote ont dû arrêter les prises en charge, etc., etc. Et ceux qui avaient du mal à se concentrer ont eu beaucoup de mal avec les ordinateurs, etc. Les parents n'étaient pas toujours dispo, etc. Donc, s'il y a beaucoup de failles et de déficiences et vraiment une régression importante, de faire travailler l'enfant 1 heure par jour, 4 jours par semaine, ça ne me paraît pas énorme et c'est important pour garder la main. Surtout quand ils sont jeunes parce qu'ils ont tendance à oublier très très vite et il faut tout refaire à la rentrée. Si c'est des enfants qui s'en sortent bien, qui ont de bonnes notes, c'est pas la peine de les embêter avec ça. Il faut les laisser vivre leur été comme les autres. Très bien. Madame Benjeloun, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore pour cette intervention de qualité, pour vos réponses à toutes ces questions. Donc, merci, un grand merci au nom de toute l'équipe de l'École française internationale de Casablanca. Et puis, j'espère vous revoir en vrai au sein de l'école très prochainement quand la phase Covid sera derrière nous. Merci. Excellent été à tout le monde. Merci à vous aussi. Au revoir.